Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI. À la une de ce 20h, le programme Eau pour tous profite aux régions. La ville d'Odiéné, capitale du district du Denguélé, a été renforcée. L'alimentation en eau potable est désormais une réalité. Le vice-président Tiemoko Kone a inauguré l'infrastructure. C'est une production supplémentaire de 8 mètres cubes d'eau par jour qui vient combler un déficit de 60% en eau potable. La Côte d'Ivoire est candidate à la direction régionale de l'OMS pour l'Afrique. Dr Yao Michel est le profil pour ce poste. L'Ivoirien, expert international en santé publique, a à son actif 27 ans d'expérience, dont 20 au sein de l'OMS. Il devra convaincre 47 pays de la région sanitaire Afrique. Le vote se fera le 18 mai prochain à Genève. Les examens islamiques du CPE, BPC, du bac sont lancés. Les élèves sont évalués notamment en culture coranique et en arabe dans près de 254 centres. Pour cette édition, l'innovation est la vidéosurveillance. Les chefs religieux musulmans ont profité de l'occasion pour appeler à l'union et à la paix pour tous. Le 15 mai prochain, les engins à 2 ou 3 roues ne seront plus autorisés à circuler sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny. Ainsi en ont décidé les autorités pour lutter contre l'incivisme avec son lot d'accidents. Selon les statistiques de l'OSE, l'Office de sécurité routière, on déplore 500 accidents impliquant ces engins sur la période 2023-2024. Bienvenue sur RTI 1. On commence tout de suite par le Denguélé, où les populations savourent leur joie. Vous allez le voir, l'alimentation en eau potable d'Odiéné, sa capitale, a été renforcée. Le vice-président Tiemoko Kone a inauguré l'infrastructure. C'est une production supplémentaire de 8 mètres d'eau par jour qui vient donc combler un déficit de 60% en eau potable. Fatou Fofana, Traoré Zakaria, Michel Kwame pour le reportage. L'eau potable coule à Samasso, à 28 km d'Odiéné. L'eau potable coule dans les robinets de toute la ville d'Odiéné et environ 8000 m3 d'eau par jour en additif aux 4000 m3 précédemment produits. Avant, ce n'était pas facile. Souvent, on partait au marigot. Les femmes souffraient. Mais maintenant, là, tout le monde est à l'aise, ça va bien, on est content. Merci pour le président de la République. Le projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville d'Odiéné a été inauguré ce lundi 5 mai à Samasso, village de la région du Denguélé, par le vice-président de la République, Tiemoko Kone, qui a ouvert la potence de l'infrastructure. Il vient mettre fin au déficit en eau potable, principalement en saison sèche. L'eau potable est source de vie. Cet impressionnant ouvrage vient résorber définitivement le récurrent problème du déficit hydrique dans les pénibles et longues périodes de saison sèche dans le département. Ce département qui est le plus peuplé des 5 départements du district de Denguélé. Cette eau, tant attendue, est pompée depuis une source pérenne, la rivière Kouroukélé, à raison de 400 m3 par heure. Les besoins en matière d'eau potable de la ville d'Odiéné avant l'exécution de ce projet était d'environ 7500 m3 par jour, alors qu'on ne produisait que 4000 m3 par jour. Donc avec l'exécution de ce projet, nous avons ajouté 8000 m3 par jour sur les 4000 existants. Donc nous avons une production de 12 000 m3 par jour pour un besoin de 7380 m3 par jour. Voilà ainsi combler les besoins en eau potable à Odiéné et environ jusqu'à l'année 2048, en passant d'un déficit de 60% à un excédent de 40%. Ce projet n'est pas une inauguration de châteaux d'eau. Je vais vous envoyer, les châteaux d'eau ne sont que la partie visible d'un iceberg des travaux importants que nous faisons. Donc ici, mais c'est vraiment un système de renforcement total de l'adduction en eau potable de Odiéné et ses environs. Aujourd'hui, lundi 5 mai 2025, marque donc l'aboutissement d'un projet d'envergure qui témoigne de la volonté du gouvernement de garantir un accès à l'eau potable à tous en Côte d'Ivoire. Ce renforcement significatif de l'alimentation en eau potable s'inscrit dans le programme de développement inclusif du gouvernement ivoirien. Tout le programme du président Alassane Ouattara
c'est d'apporter le bonheur aux populations par un développement qui soit un développement complet. Ce développement complet nécessite que les gens vivent dans les meilleures conditions possibles. Et dans ces conditions, il faut de l'eau, parce que c'est la source de vie. À partir de l'eau, beaucoup de choses peuvent être faites. C'est un ouvrage important et c'est aussi une vision que le président permet de mettre en place. Même si certains ne semblent pas le comprendre, les Ivoiriens et les populations comprennent que la Côte d'Ivoire avance et qu'elle ira loin avec le président Alassane Ouattara. Cette infrastructure hydraulique est financée à hauteur de 13 milliards de nos francs par le gouvernement ivoirien et par la République de Chine. Elle vient augmenter significativement les capacités de production, de stockage et de distribution en eau potable pour les 20 années à venir. Et l'eau est source de vie. On reste à Odiéné qui a non seulement de l'eau potable, mais aussi une agence auxiliaire de la BCAO, inaugurée également hier. Et lors de la cérémonie, le gouverneur de l'institution ouest-africaine, Kassi Jean-Claude Brou, a rendu hommage à l'ancien ministre d'État Lamine Diabaté, décédé, je rappelle, le 10 novembre 2007. Il a marqué de son empreinte la BCAO dans notre pays. Fatou Fofana, Traoré Zakaria, Michel Kwame. La ville d'Odiéné compte un nouveau joyau architectural, l'agence auxiliaire de la BCAO à Odiéné, bâtie sur 2,7 hectares. Il se présente en plusieurs bâtiments, dont le principal sur près de 5000 mètres carrés. L'implantation de cette agence à Odiéné est le fruit de la volonté et de l'implication personnelle du vice-président de la République, Tiemoko Mélié Koné. Il a été lui-même gouverneur de l'institution financière ouest-africaine pendant 11 ans. Je voudrais espérer que cette réalisation que vous inaugurez aujourd'hui reflète bien l'idée que vous aviez au moment de lancer ce projet. Aussi voudrais-je ici saluer votre leadership pour les remarquables initiatives et réalisations à votre actif à la tête de la BCAO. Je voudrais saluer la contribution inestimable de Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, gouverneur honoraire de la Banque centrale, dans la réalisation de ce projet. En effet, depuis la mise à disposition du terrain, la Banque centrale a bénéficié d'une assistance constante des autorités nationales, qui s'est traduite par la facilitation de différentes démarches administratives et douanières. Pour cette grande sollicitude, je vous prie de bien vouloir transmettre la profonde gratitude de la Banque centrale à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le gouverneur de la BCAO a aussi rendu un hommage particulier à Lamine Diabaté, ancien directeur national de la BCAO, ancien ministre d'État, ancien ministre de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire. Je voudrais à présent rendre un vibrant hommage à un des illustres fils du district du Denguélé, notre regretté feu le ministre d'État Lamine Diabaté. Il a œuvré pendant de longues années en qualité de directeur national de la BCAO pour la Côte d'Ivoire, aux côtés de feu le gouverneur Aboulaye Fadiga, à asseoir la crédibilité de la Banque centrale au plan régional et international. Je salue avec déférence leur mémoire. Feu Lamine Diabaté est l'époux de la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté. Il est aussi reconnu pour sa contribution au développement de la Côte d'Ivoire et du département d'Odiéné en particulier. Voilà, et la Côte d'Ivoire au travail reste une destination privilégiée. Le président élu du Rotary International, Mario César, séjourne actuellement à Abidjan. Il a été reçu ce mardi même par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. L'hôte de la Côte d'Ivoire a réaffirmé sa volonté de renforcer la présence et l'impact du Rotary en terre ivoirienne et sur tout le continent africain. Marie-Chantal Akanda.
Première immersion africaine pour le président élu du Rotary International. Mario César Martin de Carmago, en visite en Côte d'Ivoire, a échangé avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Il affiche clairement son ambition, renforcer les liens avec le gouvernement ivoirien et accroître l'impact du Rotary dans les secteurs clés du développement. Et ma présence ici en Côte d'Ivoire est pour renforcer cette visite, pour renforcer cette histoire, l'histoire du succès, l'histoire du positif, l'histoire de croissance dans le Rotary en Afrique et particulièrement ici en Côte d'Ivoire. J'ai visité 3 projets dans les derniers 2 jours et ces projets peuvent être récipients des donations de la Fondation du Rotary. Un partenariat que le Rotary entend inscrire dans la durée au service des populations ivoiriennes. Et cette autre question qui nous intéresse tous, qui de la Tanzanie, de la Guinée, du Togo et de la Côte d'Ivoire prendra la tête de la direction régionale pour l'Afrique de l'OMS. L'élection, je rappelle, aura lieu le 18 mai prochain à Genève. Et Dr Yao Michel est le candidat de notre pays, expert international en santé publique avec 27 ans d'expérience, dont 20 au sein de l'OMS. Il a des chances d'être élu, n'est-ce pas Didier Nguessan? Dr Yao Michel est le candidat de la Côte d'Ivoire au poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Médecin formé à l'université d'Abidjan, renommé Félix Houphouët-Boigny, il a été directeur des opérations sanitaires, stratège du programme des urgences de l'OMS. Il a également représenté cette organisation en République centrafricaine avant de coordonner la riposte Ebola et à la COVID-19 en RDC et dans les 47 pays de la région Afrique. Autant d'expériences que le spécialiste en santé publique veut mettre au service de l'Afrique. Nous devons nous assurer que nous aidons le gouvernement à mieux comprendre les problèmes de santé publique, à agir tant sur la prévention que sur le curatif et à utiliser toutes les innovations qui apparaissent. L'Afrique ne doit pas être celle qui utilise les innovations quand l'utilisation est inspirée ailleurs. Une candidature portée au sommet de l'État avec le soutien du président de la République. Les ministres Pierre Demba et Adam Kakou, respectivement en charge de la santé et des affaires étrangères, en déclinent les enjeux pour la Côte d'Ivoire. Le gouvernement a officiellement endossé la candidature de Dr Ndakonan Michel Yao, actuel directeur des opérations sanitaires stratégiques au siège de l'OMS à Genève en Suisse. Son élection constituera une première dans l'histoire de notre pays et une reconnaissance majeure pour l'Afrique de l'Ouest francophone qui n'a plus occupé un tel poste depuis le décès de Dr Alfred Kenom en 1984. Cette candidature est celle d'un professionnel d'exception, d'un homme de terrain, d'un stratège reconnu au sein de l'OMS, mais aussi d'un fils de l'Afrique engagé pour la santé de ses frères africains. Dr Yao Michel aura 3 autres adversaires représentant la Guinée, le Togo et la Tanzanie. Voilà, et on va croiser les doigts pour la Côte d'Ivoire. C'est l'événement culturel de la semaine par excellence. Le SILA a ouvert ses portes au parc des expositions à Port-Bouët. La littérature est à l'honneur. La 15e édition du Salon international du livre d'Abidjan derniera du beau monde jusqu'au 10 mai prochain. Livre Racine est le thème au cœur de cette fête culturelle. Et selon le grand chancelier de l'Ordre national, Ali Koulibaly, le roi du SILA, c'est le livre qu'il faut promouvoir. Et Ange Félicine Dapri, président de l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire et toute son équipe appellent à une grande mobilisation pour ce SILA 15. Les examens islamiques du CEP, du BEPC et du BAC sont lancés. Les élèves sont évalués notamment en culture coranique et en arabe dans près de 254 centres. Pour cette édition, l'innovation est la vidéosurveillance. Mais les chefs religieux musulmans ont profité de l'occasion pour appeler à l'union et à la paix, nous dit Ahmed Traoré. Ils sont au nombre de 23 118 élèves prenant part aux examens islamiques du CEP, BEPC et BAC ce mardi 6 avril.
et composant dans 254 centres répartis sur toute l'étendue du territoire national. Les sujets sont très bons. Aujourd'hui, on a fait TAF 5 du Saint-Coran, donc ça se passe très bien. Pour cette édition, l'innovation majeure est la surveillance vidéo pour élargir les chances de transparence. Nous les avons dit de compter sur eux-mêmes et ne pas tricher, car la tricherie ne fait pas partie de nos comportements, ne fait pas partie de la religion musulmane. Grâce aux efforts conjugués des structures en charge des examens, cette édition est une grande satisfaction. Une démarche qui traduit le chemin parcouru selon la plateforme des structures islamiques d'éducation en Côte d'Ivoire. Grâce aux efforts conjugués de la direction de l'encadrement des établissements privés DEP, de la direction des examens et concours DECO et de la plateforme des structures islamiques d'éducation, l'organisation des examens islamiques nationaux implique l'ensemble des structures nationales est devenue une réalité. Les chefs religieux musulmans voient d'un bon œil la pertinence de ces examens. Ils exhortent à l'union. Nous souhaitons que cette unité, cette cohésion soit renforcée. C'est notre premier objectif et l'objectif le plus important pour tout ce qui concerne les questions de l'éducation de nos enfants. Les examens auront lieu en un jour pour les élèves du CEP et 2 jours pour ceux du BEPC et du BAC. Voilà, union renforcée également de la communauté chrétienne pour l'élection du nouveau pape. Ils seront coupés du reste du monde pour un temps afin d'élire le successeur du pape François décédé le 21 avril dernier. C'est demain que s'ouvre à Rome, au Vatican, le conclave pour désigner le 26e pape. La rencontre sera présidée par le cardinal italien Pietro Parolin. Les cardinaux électeurs se retireront donc pour ce vote secret. Au total, ils sont 133 votants, dont 17 Africains, parmi eux 2 Ivoiriens. Il s'agit des cardinaux Ignace Bessi-Dogbo et Jean-Pierre Coutois. Seuls les cardinaux âgés de moins de 80 ans ont le droit de voter. Nous y reviendrons avec Grace Kondo dans nos prochaines éditions. On va maintenant s'intéresser à la lutte contre le terrorisme qui s'accentue dans notre pays. Et plusieurs pays dont la Côte d'Ivoire prennent part à une rencontre régionale organisée dans ce sens. Pendant 48 ans, les participants, composés notamment d'enseignants d'université et d'élus locaux, plancheront sur le rôle du droit coutumier contre le crime organisé. Walter Madouatara. Cette conférence inaugurale, intitulée « La place des citoyens et des communautés dans la lutte contre le terrorisme », prononcée par le docteur Jean-Eudes Bienne, enseignant-chercheur à l'Université de Yaoundé au Cameroun, plante le décor de ce colloque sous-régional sur la sécurité et l'état de droit en Afrique de l'Ouest. Il est proposé une grande stratégie vis-à-vis du recrutement, également trouver des ressources pour élaborer du droit hybride, combinant le droit coutumier et le droit formel des États pour parvenir à mieux contrer les menaces, les systèmes asymétriques sur le terrain. Organe législatif bicaméral, le Parlement de la République de Côte d'Ivoire est sollicité pour davantage d'implications contre le crime organisé. Cette conférence nous donne de grandes pistes. Il est temps maintenant que face à cette situation qui est au niveau de notre région, que nous retournions donc sur nos bases culturelles et sociales pour pouvoir trouver des réponses, pour nous permettre de venir à bout de ces phénomènes qui ne fait que tant de drames dans la sous-région. La présente session de réflexion est un partenariat entre le programme pour la promotion de l'état de droit en Afrique subsaharienne et la Fondation Konrad Adenauer et le groupe de recherche des stratégistes de Côte d'Ivoire. Nous avons les forces de défense et de sécurité, nous avons le Parlement, nous avons aussi à avoir des procureurs, que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Mali, le Burkina Faso est représenté par l'honorable député. Si les représentants du peuple sont là et sont conscients, je pense que nous sommes écoutés. Mais la lutte contre le terrorisme, c'est à long terme. Ce qu'on fait aujourd'hui, peut-être ça aura des impacts dans les années à venir, ou bien même ça a commencé à avoir des impacts que nous ne pourrons pas mesurer pour le moment. Cette 3e édition du genre se tient sur 2 jours dans la commune de Makori.
On lutte aussi contre l'incivisme en Côte d'Ivoire et une date à retenir le 15 mai prochain. Les engins à 2 ou 3 roues ne seront plus autorisés à circuler sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny. Ainsi en ont décidé les autorités pour lutter contre les accidents. Selon les statistiques de l'OSER, l'Office de sécurité routière, on déplore 500 accidents impliquant ces engins sur la période 2023-2024. Khalid Diomandi. Sans aucune protection, ce motocycliste téléphone en pleine circulation sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, ex-VGE. Une scène d'incivisme devenue presque banale sur cette grande artère réputée pour la densité de son trafic. Au milieu d'une pléthore de véhicules, certains conducteurs d'engins à 2 et 3 roues imposent leurs propres règles. Absence de casque, excès de vitesse, conduite en sens inverse, non-respect des feux tricolores. Autant d'infractions qui exaspèrent piétons et automobilistes. Vraiment, on est fatigué de la mauvaise conduite des motocyclistes. Une fois même, il y a un qui voulait faire que de poisson et il s'est retrouvé en bas d'un gros camion. Le camion l'a écrasé, vraiment, c'était vraiment décevant. Les motos, ils sont pressés que tout le monde. Quand le feu rouge, ils ne s'arrêtent pas. C'est au moment que nous, les piétons, nous devons passer. Ils foncent sur nous avec leurs motos, ils mettent notre vie en danger. Ils ne connaissent pas bien. Ils ne connaissent pas le code de la route, ou bien ils font exprès. Ils sont 2 à 3, ils se faufilent les voitures, ils cassent nos rétroviseurs, et puis ils continuent notre chemin. L'indiscipline des motocyclistes entraîne parfois de lourdes conséquences. Entre 2023 et 2024, 25 usagers de 2 et 3 roues ont perdu la vie uniquement sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny. Des chiffres alarmants qui pousse le ministère des Transports à prendre une mesure ferme. L'interdiction des motos sur les voies centrales du boulevard à compter du 15 mai 2025. Des panneaux d'interdiction ont déjà été installés par l'OSER, l'Office de sécurité routière. L'interdiction commence depuis le carrefour, le restaurant à Boussoin, très civil, et elle finit à Carrefour Ancien Koumassi. Cette mesure vise à les protéger et non les condamner ou les sanctionner. On va les sensibiliser en attendant que la mesure rentre en vigueur. On a implanté des panneaux qui vont leur dire que c'est interdit de passer ici, c'est autorisé de passer ici, avec les informations, vous pouvez tourner à droite ici, ainsi de suite. Il y aura un ensemble de signalisations pour mettre en pratique cette mesure qui a été prise. La décision vient à point nommé pour de nombreux usagers de la route. Interdire les motos sur cette grande voie-là, ce serait très très important. Je pense qu'à travers cette décision, l'État pourra réduire le nombre d'accidentés qu'on a l'habitude d'observer au niveau des motos sur ce boulevard. Pour moi, c'est une très bonne mesure, c'est pour eux-mêmes les propres biens. Voilà. Pour moi, je pense qu'au début, ils vont se fâcher, mais à la longue, ça va les arranger. Voilà. Mais du côté des principaux concernés, la pilule est difficile à avaler. C'est pas normal d'interdire toutes les motos sur le VGE à cause de cet cas de civisme. Pour ma part, la solution, c'est de sanctionner ceux qui ne respectent pas le code de la route, puisqu'il y a la vidéo-verbalisation. Moi, je suis dans la livraison. Si on m'interdit de passer sur la voie principale et je fais les grands tours, ça me fait perdre du temps. Ça va augmenter ma consommation en carburant. Leur préoccupation trouve un écho favorable auprès des autorités compétentes. L'utilisation provisoire des bretelles du boulevard est accordée. Sur la période 2023-2024, près de 500 accidents impliquant des 2 et 3 roues ont été enregistrés à Abidjan, faisant plus de 400 blessés. Voilà, non à l'incivisme. Toutes ces mesures participent donc au bien-être des populations. Justement, la politique de développement continue de transformer les conditions de vie des populations du Bafing dans les villages de Dioman et de Sakofé, région du Bafing. Le ministre du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, Moussa Sanogo, a procédé à l'inauguration de plusieurs infrastructures. Chris Ephraim Diomandé, Godfrey Okamawa. Saala Dioma, une localité située dans le département de Touba, région du Bafing, a désormais son centre de santé tout équipé et une ambulance médicalisée de dernière génération. Un don du président de la République Alassane Ouattara qui s'inscrit dans sa politique d'amélioration des conditions de vie. Chaque fois, on est obligé d'appeler que telle femme a un travail, il faut chercher une moto, chercher un tricycle. Vraiment, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est une joie immense qui nous anime. Aujourd'hui, nous sommes fiers de notre fils
le ministre Moussa Sanogo, qui n'a eu aucun effort pour répondre à nos besoins. Pour le ministre Moussa Sanogo, fils et cadre de la région du Bafing, cette initiative du président de la République vient réduire les inégalités en matière d'infrastructures de base dans la région. Le premier bien de l'homme ici-bas, c'est sa santé. Donc d'avoir l'opportunité de se soigner dans un centre de santé bien équipé, pas trop loin de chez soi, je pense que c'est une excellente chose. C'est également la manifestation aussi de la politique du gouvernement du président Hassan Ouattara, qui est celle donc de rapprocher les centres de santé des populations. Aujourd'hui, plus de 80% des populations sont à moins de 5 km d'un centre de santé et celui-là vient améliorer les statistiques. Donc ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est du réel, ce n'est pas du virtuel, c'est du factuel. Ce sont des choses que les populations peuvent toucher du doigt. Outre le centre de santé de Dioma, les villages de Sakoufé dans le département de Wayinou et celui de Godoufouma dans la sous-préfecture de Touba ont été raccordés au réseau électrique national. Moussa Sanogo a souligné que cette avancée marque le début du progrès pour les localités longtemps privées de la lumière. La paix et la cohésion font le lit du développement. Le président de l'association des cadres du Centre pour le développement, le ministre Amédée Kofi Kwaku, a rencontré la chefferie traditionnelle Akwe de Yamoussoukro. Les échanges ont eu lieu à Toumoudi. Au menu, les enjeux du développement et du bien-être des populations du Grand Centre. Léon Broupe, le reportage. Visé par cette rencontre entre le président de l'association des cadres du Centre pour le développement, en abrégé ACCD, et la chefferie du canton Akwe de Yamoussoukro, la préservation de la paix en cette année électorale. Amédée Kofi Kwaku met en mission de consolidation de la cohésion sociale dans le Grand Centre les chefs traditionnels. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier explique que si Félix Houphouët-Boigny a légué à la Côte d'Ivoire la paix, il revient au canton Akwe dont il fut chef d'en être le gardien et perpétuer cet héritage. Le président de la CCD renouvelle son engagement à promouvoir les actions et initiatives en cohérence avec la vision de paix du président Félix Houphouët-Boigny que son héritier Alassane Ouattara ne cesse de cultiver. En saluant sa démarche de proximité et d'écoute, les chefs Akwe promettent au ministre Amédée Kwaku d'occuper le terrain et l'invitent dans leur localité pour booster leurs actions en relevant la paix comme condition du développement et du bien-être, avec à la clé les avancées notables dans leur région en matière, entre autres, d'infrastructures. On va parler maintenant culture avec la 44e édition du Popo Carnaval de Beaunois qui a pris fin dimanche dernier. Et cette fête a tenu toutes ses promesses. On nous rapporte Ami Derasuba et Gamasso. C'est à travers l'incinération du roi Popo que les lampions se sont éteints sur la 44e édition. Des comiens aux hommes préhistoriques en passant par le défilé des troupes, mettant en lumière le répertoire culturel du peuple abouré et sa cohabitation avec les autres peuples. C'est tout un pan de la tradition éhivé. On voit différentes cultures de différents pays, de différentes ethnies de la Côte d'Ivoire. C'est très riche, c'est très divers. Le commissaire général s'est réjoui de la tenue des festivités avant de lancer un appel. Le Popo Carnaval est le plus vieux festival de Côte d'Ivoire. Malheureusement, le Popo Carnaval n'est pas inscrit au budget de l'État. Tout Beaunois le souhaite. Yensi Yakouba, parrain de cette édition, a appelé à l'union sacrée des cadres du Sud Komoué afin de bâtir une région prospère pour des générations futures. J'en appelle donc à l'union sacrée de tous les cadres de Beaunois et partant de tous les cadres du Sud Komoué. C'est en unissant nos forces, c'est en transcendant nos différences, en ajoutant nos compétences au-delà des chapelles politiques et religieuses que nous bâtirons une région prospère au grand bonheur de nos populations. Le représentant du Premier ministre Robert Begré-Mombé a délivré le message du chef de l'État, un message qui engage le peuple éhivé à la cohésion sociale. Le Premier ministre me charge de dire aux jeunes et aux femmes de s'organiser. Quand vous serez prêts, vous m'appelez, je viens. Il y a l'argent pour faire travailler les jeunes. Le Premier ministre et le Président vous exhortent à demeurer toujours dans l'unité. Le Premier ministre a fait don de 15 millions de francs CFA pour pérenniser le plus vieux festival de Côte d'Ivoire qui est le Popo Carnaval. Voilà,
On va terminer par les États-Unis avec cette nouvelle qui est tombée. Le président Donald Trump propose de donner $1000 aux sans-papiers pour s'auto-expulser. Comme on le voit, l'administration Trump se dote d'un nouvel outil dans sa politique de lutte contre l'immigration clandestine. C'est donc la carotte avant le bâton, prévient Washington. Pour l'instant, une personne est partie au Honduras via ce nouveau programme. On aura un nouveau programme demain, c'est le JT. Je vous propose donc d'être avec nous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve avec le même bonheur, surtout dans la paix.